Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette nouvelle édition du petit déjeuner parmi les associations. C'est devenu une habitude maintenant chaque année de se retrouver avant le rush de la haute saison des événements qui vont rythmer week-end après week-end la vie festive de Comines-Warneton. Alors on est relié avec, vous voyez l'appareil juste ici à ma droite, donc un live qui sera enregistré aussi pour les personnes qui sont éventuellement absentes ce matin pour qu'elles puissent suivre et être informées aussi des informations, des données qu'on vous donnera tout à l'heure. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rapidement faire le tour de table des personnes qui sont présentes. Pour le faire de manière succincte, je vais donner le nom des associations. Si vous savez juste lever le doigt, si quelqu'un est présent pour représenter la dite association, parce que je sais que certains d'entre vous représentent parfois plusieurs associations aussi. Alors, on a le comité des fêtes d'Outhème. Voilà, bien représenté. Les Blancs Mouchons. Voilà, c'est ça, il me semblait bien. Donc, les Blancs Mouchons, ça, c'est une toute jeune association de Outhème qui a pour objectif de rapprocher les Outhémois du centre du village et d'organiser plusieurs activités. D'ailleurs, c'est un week-end festif aussi pour vous à partir d'aujourd'hui. Les scouts de Comines, on ne peut pas les rater. Voilà, le Télévis. Alors, la FASAM, j'ai vu Didier. Le Rotary Club, il y a 2 Rotary Clubs qui sont présents en principe. Je ne vois pas l'autre club. Vous représentez le Rotary Club de Comines, mais je ne vois pas l'impact pour l'instant. Comité des Munch. Voilà, le Vespa Club. Ok, le PCS, donc ça c'est le plan de cohésion sociale de la ville. Et je me suis rappelé qu'on était toute seule au service événement. Ouais, et le service événement, effectivement, Arc-en-Ciel. Voilà, parfait. L'ADL, je n'ai vu personne encore. L'ASBL, sapeurs-pompiers. Parfait. Je sais pas. La musique de Plougstert, voilà, David. Royal Pédale cominoise. Parfait. Les anciens combattants. Et les associations patriotiques, voilà. Tout à fait. Alors, le comité de la fête des louches. Effectivement. L'office du tourisme. Annie, bonjour. Alors, VDB et le cycloclub d'Armentières. Tout au bout. Les festivités du Guerre. Parfait. Les Capellos. Bonjour, monsieur le commissaire. Je vous ai même pas vu. Le comité de Plougstert. Parfait. La Route d'Or et la Régie des quartiers. Et je pense qu'on a cité tout le monde. Non, le comité des fêtes du Moulin Zout, effectivement. Je vous ajoute. Est-ce qu'il y a d'autres comités? Hélice Nature. Voilà, ben, ça fait 29 associations qui sont présentes ce matin, donc on peut déjà dire que c'est un beau succès pour cette nouvelle édition du petit déjeuner. Voilà, donc je rappelle pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, on va d'abord passer par une présentation qui est aussi enregistrée pour les membres éventuellement des associations qui n'ont pas pu être parmi nous ce matin. Vous avez donc les slides qui vont défiler juste derrière moi ici à l'écran, et alors pour ceux qui en ont besoin, ce sera évidemment aussi enregistré. Alors, comme les années précédentes, on va commencer par vous donner pas mal d'informations, des nouveautés aussi pour les associations particulièrement, quelques rappels, et on procédera ensuite dans un deuxième temps à toutes les questions et réponses que vous pourriez vous poser. On tentera évidemment d'y répondre le mieux possible. Alors, à la guest table ici, donc on a évidemment des représentants de l'administration communale. Je vais peut-être vous laisser vous présenter et bien expliquer ce que vous faites en termes d'aide, de soutien pour les associations dans les différents process. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Bocard Pierre, je fais partie du service des gardiens de la paix. Et donc c'est chez nous que votre demande arrive lors de l'encodage sur le pôle Comsoft. Et c'est également nous qui redispatchons alors auprès des services communaux pour que toute la trame soit faite jusqu'à arriver à l'autorisation de la bourgmestre et auprès de l'intérêt également.
Bonjour, Sébastien Gauchy, je fais partie de la police locale. Et c'est nous qui vous mettons les contraintes régulièrement, mais c'est aussi nous qui vous aidons pour la circulation, pour mettre un peu de lien entre l'ensemble des acteurs, que ce soit le SPV et parfois d'autres acteurs encore extérieurs, puisqu'on est une commune avec pas mal de frontières. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à vous aider également. N'hésitez jamais à nous contacter lorsque vous voyez qu'une contrainte est trop importante. Merci Monsieur le Commissaire. De l'autre côté, toujours l'administration communale. Alors bonjour, Tante Virginie, cellule sécurité. C'est nous qui donnons les dispositifs de sécurité et prévention. On donne également le dispositif médical préventif que vous recevez dans la partie message. Et on est toujours là pour aider s'il y a un souci pour compléter le dossier de sécurité. Bonjour à tous, c'est Sandy Ranza, du service technique. Et je suis là pour la vérification de la disponibilité du appel. Voilà, merci Sandy. Voilà le préambule donc clôturé. Donc quel est l'ordre du jour pour ce matin? On passera en revue quelques informations majeures en termes d'organisation d'événements. On parlera aussi de la saison 2025 avec les défis à surmonter et puis les solutions qu'on va tenter d'apporter en notre qualité de représentant de la commune et de la police. Et on finalisera alors par un tour de table où on vous invite évidemment à, pendant la réunion, prendre note de vos idées, vos remarques, vos propositions, vos solutions aussi pour travailler de manière la plus positive possible. Voilà, on va commencer par les informations majeures et je vais passer la parole à Pierre pour cette partie-là. Je reprendrai le micro tout à l'heure. Voilà, alors, donc ce qu'on va passer en revue ici dans les informations majeures, ce sera donc l'introduction de la demande. On va faire un bref rappel de la procédure. Ensuite, on discutera du prêt de matériel, de la caution ou du paiement de la location. On fera aussi un bref récapitulatif de la charte d'introduction, du guide qui est à l'attention des organisateurs, des exigences de la SADAM et de l'AFSCA. On discutera également de la publicité dans l'espace public, du dispositif médical préventif. Alors, je ne vais pas rentrer en fait pour ce qui est l'introduction de la demande dans les détails, puisque ça avait été fait en fait l'année passée. Donc, si vous souhaitez retrouver le lien de la réunion du 11 mars 2023, donc il y a 2 ans, il y a un petit QR code qui est présent ici en bas à droite de l'image. Et donc vous retombez en fait sur la réunion. Et pour ceux qui étaient présents, si vous vous souvenez bien, on avait passé de cadre en cadre chaque cadre qui faisait office pour introduire la demande. Alors au niveau de l'introduction de la demande, il n'y a pas de changement, tout se déroule toujours sur le site de la police. Donc il y a l'adresse mail ici, il y a aussi un QR code qui vous permet d'accéder directement au site internet. Le respect des délais, donc il est toujours de 45 jours cette année. C'est le temps minimal en fait pour nos services, que ce soit la police, les services de sécurité ou même le collège final, de vous rendre une décision complète et de vous garantir du matériel pour votre événement. Donc, vous voyez ce délai de 45 jours, vérification des stocks, analyse de la demande, passage de votre dossier en cellule événementielle. La cellule événementielle, c'est une fois par mois. Là, on prend toutes vos demandes d'autorisation, on les passe en revue et on émet éventuellement quelques conditions spéciales par rapport à votre demande. Alors, petit rappel bref du type d'événements pour lesquels il faut encoder une demande sur le site de la police. Donc, toutes les manifestations ou rassemblements ouverts au public, alors que ce soit des activités physiques, pour cyclisme, marche, jogging, randonnée, parcours, repas, soirées dansantes, concerts, spectacles, festivals, braderies, brocante, casse, cortège, sport moteur, autres, on ne sait jamais s'il y avait une manifestation qui ne serait pas dans les descriptifs, et les repas également, ne pas oublier. Alors, ça c'est une petite précision, donc
lorsque vous encodez votre demande, dans le cadre 4, on vous demande souvent d'indiquer des parcours ou des annexes. Alors, il y a certaines personnes qui ont des petits soucis avec le traçage du parcours. Donc, dans l'idéal, ceux qui maîtrisent bien l'outil peuvent tracer, comme indiqué sur l'écran, le parcours, par exemple, de la course ou du cortège. Si pas, vous pouvez toujours, dans le dernier cadre, message, nous faire un petit message, et alors en dessous, vous avez parcourir, et vous pouvez ajouter une annexe PDF d'un Google Maps ou autre. Ce sera déjà amplement suffisant pour nous. Alors, au niveau du pré-matériel et des cautions, donc toujours dans le Polcomsoft, vous avez la possibilité d'encoder toute une série de matériel qui est mis à votre disposition par la ville. Et alors on retrouve souvent une question, tiens, j'ai besoin par exemple de quelque chose qui ne se trouve pas dans le listing. Vous avez en dessous, donc autre, où là c'est un champ libre. Si vous avez besoin des choses spécifiques qui ne se trouveraient pas dans la liste, vous pouvez toujours faire la demande à cet endroit-là. Alors pour chaque dépôt de matériel, on demande au demandeur d'être présent lors de la réception ainsi qu'à la récupération. Il faut savoir que l'ensemble du matériel est vérifié préalablement par le service technique, donc ce qui vous est livré est en bon état. La ville se dégage de votre responsabilité après avoir déposé et vérifié le matériel de l'organisateur. Au niveau des tonnelles des tentes, le montage est effectué par le demandeur. Il y a un lien disponible également lorsque vous sélectionnez donc, dans le matériel tonnelle ou tente. Il y a une petite vidéo qui s'affiche qui peut vous aider lors du montage. Par contre, pour ce qui est des podiums, là, le montage est assuré par le service technique. Oui, voilà, donc, lorsque la manifestation est terminée, le service technique vérifie chaque pièce, pour ça j'en ai déjà parlé, éventuellement, la caution, par contre, pourra être retenue si on constate que voilà, il y a eu de la casse sur l'un des éléments. Alors, l'ordre de priorité pour le prêt des salles et du matériel. Alors il faut savoir qu'on reçoit plus ou moins 370 demandes de prêt de matériel par an. Donc, pour l'instant, ici, vous êtes 28 associations, il me semble. Il y en a beaucoup plus qui ne sont pas présentes et certaines manifestations se déroulent en même temps. Le stock de matériel n'étant pas illimité, on a décidé donc de donner un ordre de priorité forcément pour la mise à disposition. Donc la priorité est donnée forcément aux événements organisés par la ville, ensuite aux événements organisés par les institutions paracommunales, ensuite aux événements organisés par les ASBL, puis par les écoles, et puis en tout dernier les associations de fait. Malgré tout, on essaie quand même toujours de faire plaisir à tout le monde, entre guillemets, pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui se retrouve vraiment sans aucun matériel le jour de sa manifestation. Alors, petit rappel aussi, dans le cadre 10 du Polcomsoft, vous voyez à la fin ici, on a le guide, la charte, les exigences de la SABAN et les directives de l'ASCA. On demande donc à chaque organisateur de cocher cette case, comme quoi il l'a bien lu et accepté. Et voilà, donc ça c'est un peu une petite bible, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions, mais disons si vous respectez toutes les conditions qui soient dans le guide ou dans la charte, votre réponse passera normalement à merveille. Diffusion musicale, donc on vous rappelle que c'est à vous, organisateurs, de faire la demande auprès d'Unisono lorsque vous diffusez de la musique, même en fond musical. Normalement, vous devez faire une déclaration à Unisono. L'AFSCA. Alors au niveau de l'AFSCA, on voit qu'ils ont un peu changé les règles dernièrement, mais en gros, vous ne devez faire aucune déclaration à l'AFSCA, sauf si vous dépassez les 5 activités et qui dépassent elles-mêmes 10 jours par an. Donc il faudrait qu'un comité, entre guillemets, fasse 5 week-ends complets de manifestations avant de devoir se déclarer. Je ne pense pas de tête qu'à commune ce soit le cas, mais si un jour vous êtes amené à organiser une très grosse manifestation, je ne sais pas moi, un festival qui dure sur plusieurs jours, sachez qu'il faut quand même passer par
une déclaration à l'ASCA. Malgré tout, les règles de l'ASCA pour l'hygiène restent identiques pour tous. C'est-à-dire que même si on fait un bête pince aussi, je vais dire ça comme ça, il faut quand même respecter les règles de l'ASCA de base, qui sont dans le petit guide, donc juste ici, les directives de l'ASCA. Alors au niveau de l'environnement, lors des événements, donc, la ville met à disposition des poubelles de tri. On a un stock de 30 ou 40 poubelles de tri, donc il y a quand même de quoi faire. L'organisateur verra l'utilisation correcte de celles-ci. Si elles ne sont pas disponibles, ce qui arrive très rarement, l'organisateur doit quand même s'engager à trier ses déchets lors de son activité. Alors, petite remarque, il faut savoir qu'on a eu quelques organisations qui nous ont dit « Ah ouais, on est bloqué en fait à la fin de notre manifestation, on termine à minuit, 1 heure. » Et en fait, voilà, on a tout trié, mais on ne s'est pas allé au PAV, parce qu'en fait les PAV ferment à 22 heures. Donc dans ce cas-ci, vous collectez les déchets, vous les gardez, et le lendemain matin, il faudra les jeter à l'ouverture. Alors, petit mot du coup vérité, je vais peut-être passer la parole à Madame la Comtesse. Merci Pierre. Je reviens peut-être, je ne voulais pas couper la parole sur quelques autres petites choses. Donc par rapport à l'ordre de priorité pour la mise à disposition du personnel, il n'y a rien de neuf par rapport à ce qui s'est fait depuis des années à l'administration. On l'a juste mis sur papier, de manière à ce que quand c'est nécessaire et quand on doit arbitrer au niveau du collège, eh bien on a noir sur blanc cet ordre de priorité qui est noté, c'est la première chose. La deuxième, par rapport aux organes de contrôle externes, fédéraux pour la plupart, SABAM, AFSCA et autres, on observe depuis quelques mois un durcissement des contrôles. On a de plus en plus de contrôles. Si vous avez des amis indépendants qui ont des boutiques ouvertes au public, vous avez peut-être entendu qu'ils ont aussi été contrôlés ici à Comines-en-Meudon. Je pense qu'on a besoin un peu partout d'argent dans les caisses. Et donc les contrôles, notamment de la SABAM, ont été durcis. On a beaucoup d'indépendants qui ont été contrôlés parce qu'ils avaient de la musique dans leur magasin. Certains ont eu des sacrées amendes. Nous, à l'administration communale, on a aussi été contrôlés, parce qu'il y avait parfois des gens qui écoutaient de la musique dans leur bureau, donc ça va jusque-là les contrôles. Et j'ai entendu que certaines festivités avaient aussi été contrôlées, que même si elles avaient payé et qu'elles étaient en ordre avec leur dossier, il y avait toujours une ou l'autre petite chose qui n'était pas suffisante pour la SABAM par exemple. Donc soyez très vigilants, il vaut mieux payer 150, 200, 300 euros de frais que d'avoir évidemment une amende qui peut parfois être de 1500 ou 2000 euros. Donc restons vraiment tous vigilants par rapport à ça. Alors comment est-ce que la SABAM est au courant des événements ? On leur a posé la question. Eh bien, ils vont voir sur Facebook Events. Et donc, si vous avez enregistré vos événements via Facebook Events, vous savez voir dans votre région les événements du week-end. Et donc, c'est ce que fait la SABAM. Et puis, elle se dit, bah, tiens, on va aller visiter là ou l'autre événement. Donc, comme organisateur, faites en sorte que vous avez toujours une copie des papiers sous la main, au moins votre numéro de référence, au cas où vous devriez avoir la visite, pas toujours bienvenue, des agents de ces institutions. Voilà, alors en ce qui concerne donc le tri des déchets, je sais que c'est une contrainte, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle. En fait, c'est une obligation maintenant avec l'application du coût vérité qui s'applique aux citoyens qui sont tous obligés de trier en Belgique, mais aussi tous les producteurs de déchets, quels qu'ils soient, les entreprises, les associations également. Alors, on avait fait un premier prototype de poubelle de tri. On sait que ce n'est pas encore la panacée. On réfléchit à des systèmes encore plus pratiques. Du retour qu'on a des associations, on nous dit aussi qu'en général, vos clients, vos consommateurs, le public, trient bien jusqu'à 22-23 heures, et puis après, quand les gens sont un peu éméchés, commencent à arrêter de trier. Voilà, donc ça fait partie des difficultés aussi. Donc, vous voyez comment on trie moins et on trie plus, effectivement. Voyons comment on peut trier, en tout cas jusqu'à 22 heures au maximum, tant que les PAV sont ouverts pour dispatcher, et puis après il faudra essayer de trouver les meilleures solutions possibles et laisser les poubelles sur le site pendant une soirée, ça pose pas de problème. Maintenant il faut éviter de laisser les poubelles sur le site pendant 4, 5, 6 jours, surtout quand on a des restes de nourriture et qu'il fait très chaud l'été, là on a un vrai problème de salubrité. Alors d'autres organisateurs d'événements font aussi appel en termes de gestion des déchets à des conteneurs privés. Voilà, j'avais donné le cas l'année passée d'Innerville, c'est pas des grandes fortunes. Ils appellent une société privée, ils ramènent un conteneur et au moins pour toute la soirée, quand on a beaucoup de déchets, c'est une solution facile. Effectivement, c'est un coût qu'il faut répercuter, mais c'est peut-être une solution en termes d'hygiène, de salubrité publique qui peut être étudiée également. Voilà, donc j'insiste vraiment là-dessus. Les sacs blancs, on
on en aura de moins en moins à l'avenir parce que les segments coûtent très cher et sont payés par la collectivité évidemment. Et c'est aussi la solution pour diminuer ce coût vérité qui est notre taxe poubelle qu'on paye chacune et chacun annuellement. Voilà. Alors, dernier petit détail au niveau environnemental, enfin non, détail qui nous est pas un en fait. À partir du 1er septembre 2023, les organisateurs d'événements ont été tenus d'utiliser des gobelets en plastique. C'est une obligation, et là pareil, il peut y avoir des contrôles et des amendes qui en découlent. Alors, sachez que la location est possible au niveau du service réception ici à la ville. On ne demande pas à chaque organisation d'acheter un stock de gobelets réutilisables. Mais voilà, il faut vraiment essayer d'y penser, puisque c'est un dégât. Alors, encore une petite remarque par rapport aux gobelets. Donc, il y a les gobelets de la ville qu'on peut demander. C'est gratuit. Simplement, on compte, on regarde combien il en manque à la fin, combien sont détériorés, et on refacture au prix coûtant. Donc, ça ne coûte pas cher. IPAL a aussi un service de prêt gratuit aussi pour les associations s'il vous faut vraiment des très très grandes quantités, mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous ont déjà créé leur propre gobelet à l'image du club ou de l'association en question. J'insiste encore sur le nettoyage de ces gobelets et surtout le séchage. On a reçu aussi des informations comme quoi ailleurs en Belgique on a eu des problèmes de gastro à grande échelle dans certains événements parce que les gobelets étaient mal nettoyés, mal rincés, ou alors entreposés mouillés, et forcément quand on entrepose mouillé pendant trop longtemps d'heures, en plein été, je pense à 1 ou 2 jours d'entreposage, il suffit qu'il y ait un germe et tout le monde est malade après. Donc faites bien attention, surtout pour ceux qui utilisent les gobelets communaux, il faut nous les restituer propres, c'est logique, mais secs, donc avant de les entreposer, ils doivent absolument être secs, sinon on peut tout jeter à la poubelle, et c'est un vrai problème d'hygiène aussi. Voilà, je suis mitigée par rapport à cette réglementation qui nous est imposée, c'est pas la commune qui impose les gobelets. Et c'est vrai qu'en termes d'environnement, certainement que c'est bien mieux, mais en termes de salubrité publique, je m'inquiète quand même un petit peu. Voilà, c'est une remarque quand même. Alors, au niveau des autorisations, pour certaines manifestations, nous imposons un courrier type à destination de la population. Alors, on a remarqué que ce courrier type n'était pas forcément facile à mettre en place par les organisateurs. Donc, on vous a simplifié la tâche dans le cadre 10, en dessous de la charte des directives de l'OSCA, etc. Vous avez un courrier type destiné aux riverains qui est automatiquement généré avec les informations que vous avez encodées dans la demande. Donc, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ceci. Donc, c'est un courrier type qui est traduit en néerlandais, qui reprend le numéro de votre demande, le responsable de l'événement, ainsi que son numéro de téléphone. En cas de besoin, si vous êtes appelé par un riverain ou l'autre de la rue, ne soyez pas étonnés. Et alors, vous voyez le numéro encodé pour identifier cet événement. Donc, lorsque une personne qui reçoit donc votre courrier tape ce numéro sur le site de la police, alors elle retrouve l'ensemble de l'arrêté de police et des mesures de circulation qui sont mises en place. Voilà, je pense actuellement que ce système n'est pas encore ancré, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est mis en place. Donc voilà, ça c'est un peu une petite nouveauté, et on espère que ça fonctionnera bien à l'avenir. Pour ce qui est de la police, je pense que ça c'est très très important à mettre en œuvre et à tenir à l'esprit. C'est pas 3 semaines avant qu'il faut l'envoyer. C'est pas un jour avant. Il faut garder un juste milieu. Et il n'est pas noté là qu'il faut mettre une copie à la police. Mais assez régulièrement, quand vous organisez un événement, vous avez toute une série de riverains qui sont favorables à votre événement. Et puis il y en a quelques-uns qui n'aiment pas le changement, qui n'aiment pas le mouvement. Et donc ceux-là vont vous causer des ennuis alors que vous êtes en règle. Le mieux de tout, au-delà du courrier type, c'est d'aller sonner à leur porte et d'aller leur expliquer ce que vous faites. En tout cas, si c'est circonscrit dans un lieu. Parce que ça évite les disputes, les différends. Et puis ça nous évite, nous aussi, de devoir intervenir. Ce courrier type est adressé de quelle façon à la population ?
Ah, c'est à vous. Toute boîte. Et il est distribué, ouais. L'impression de la distribution. Je voulais que ce soit. Ouais. On n'a pas les adresses mail de tout le monde. Donc, Dommage. non, il faut faire du toute boîte. Le mieux, c'est 3-4 jours avant. Comme ça, on a encore le temps de réagir entre deux. Alors, petit point par rapport à l'accord de principe. Donc, souvent, on a des demandes qui arrivent pour quelques mois à l'avance. Et vous, en tant qu'organisateur, effectivement, vous devez savoir si votre événement pourra avoir lieu. Comme je vous le disais au début, les demandes sont traitées 45 jours avant la tenue d'événement. Alors, évidemment, 45 jours, c'est peu pour lancer votre publicité, vous organiser, appeler des DJ, enfin, peu importe, voilà. Donc, vous pouvez toujours demander un accord de principe, et donc ça se passe via l'onglet message. Vous nous demandez de faire passer votre demande si elle est complète en cellule événementielle, et derrière, vous avez un accord de principe qui peut tomber parfois 6 mois avant le début de la manifestation. Vous savez que vous pourrez le faire. Tout ce que vous n'aurez pas comme certitude, c'est l'octroi du matériel qui a été demandé. Ça restera toujours une trentaine de jours avant, ce qui vous laisse malgré tout le temps de vous retourner s'il manque, je ne sais pas, une remorque toilette qui n'est pas disponible parce qu'il n'y a pas. Je pense qu'on a plus d'une centaine des remorques. C'est toujours ça qui pose problème. Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre demande si vous voulez que votre dossier passe plus rapidement. Si vous ne le demandez pas, par contre, on la traitera à 45 jours. C'est une mesure qui doit venir de votre part. Alors, au niveau du logo de la ville, on demande à tous les organisateurs qui reçoivent une aide communale ou pécuniaire ou de matériel d'apposer le logo de la ville sur leurs affiches publicitaires. Le logo est téléchargeable sur la page de garde du pôle Comsoft. Il est en plein milieu de la page. Il suffit de faire un clic droit et étant en format numérique suffisant pour l'agrandissement. Alors, la publicité dans l'espace public, ça c'est un bref rappel également de ce qui avait été dit aux précédentes réunions. Alors, la ville a mis en place donc un règlement sur la publicité, que vous pouvez également trouver sur la page de garde, la dernière ligne bleue. Dans ce règlement, il y a toute une série de conditions. Celle qui a été modifiée en fait cette année, c'est que les emplacements ont été vraiment précisés ville par ville, enfin ancienne commune par ancienne commune. Et alors j'ai mis la petite photo ici de la place Sainte-Anne. Donc on voit, on a deux types de barrières. On a les nouvelles barrières horizon qui sont le long du rond-point. Et puis on a juste derrière les anciennes barrières horizon, hein, celles avec la croix. Et donc sur le règlement, lorsque vous le lisez, il est bien indiqué que seules les banderoles ou bâches publicitaires peuvent être posées sur les barrières avec les croix. Donc derrière le rond-point, pas dans le rond-point. Voilà, donc ce règlement est disponible. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Alors, les autres canaux de publicité, ça c'est aussi un petit rappel. Donc, vous pouvez toujours faire votre demande d'invitation personnelle aux autorités locales via l'adresse du cabinet. Via le livre à Comines, également, vous pouvez poster votre publicité avant le 8 du mois précédant votre événement. Les écrans LED qui sont sur la place Sainte-Anne et la place du marché sont également disponibles via l'adresse mail du SIDEC. Vous pouvez également faire votre pub via le Facebook et le site internet et via Radio Libellule. Les adresses mail sont. Par rapport aux invitations pour les élus, si vous envoyez à l'adresse cabinet, l'avantage c'est que ça se retrouve forcément sur l'agenda officiel de la ville, c'est-à-dire celui de tous les élus qu'on transmet. Hein. Quand vous demandez de transmettre au collège échelonal et au conseil communal, on le fait. Moi, je diffuse l'information avec tout le monde, je ne la garde pas évidemment à mon niveau. Et c'est transmis aussi le jeudi en général quand on a l'agenda complet du week-end à la presse. Donc il y a un listing presse, il y a une vingtaine d'adresses mail. Et donc ces gens reçoivent aussi l'ensemble des événements du week-end sur tout le territoire de Côte-Noire-le-Pont. Et ça permet aussi à la presse, éventuellement, s'ils sont intéressés, s'ils ont la possibilité d'envoyer un reporter, d'envoyer quelqu'un chez vous. Virginie. Oui, on va passer au dispositif médical préventif.
Alors, il y a quelques personnes qui font l'amalgame entre le dispositif médical préventif que vous recevez par message à une autorisation pour l'événement. Ce n'est pas du tout le cas, c'est juste un avis à suivre concernant le dispositif médical préventif suivant le type d'événement que vous avez. Donc si vous faites un simple repas avec 50, 100 personnes, ou si vous faites un cortège, ou si vous faites une soirée dansante, le dispositif médical sera différent. Donc le niveau 1, en général, c'est presque pour tous les événements de l'entité, je dis presque parce qu'il y en a parfois le niveau 2, c'est juste un point d'alerte. Donc c'est quelqu'un capable d'appeler le 112 sans paniquer. Parfois on peut demander aussi une ou deux personnes ayant le brevet de secourisme, du BEPS, capables de faire les premiers soins. Pour les plus gros événements, on peut demander plusieurs secouristes, on peut demander 1 ou 2 ambulances. Je pense au MTO par exemple, qui est le plus gros événement de l'entité. Là, on doit envoyer nos avis, parce qu'on fait une grille en fait, vous avez des points suivant le dossier que vous rentrez. Et là, on doit demander l'avis à la COAMU qui exige alors 2, 3 ambulances. Voilà, ça c'est le dispositif médical à suivre. Mais en général, c'est soit 1 ou 2 personnes possédant le BEPS et quelqu'un capable d'appeler le 112 sans paniquer. Alors ensuite, on a aussi le contrôle incendie si vous faites une festivité dans un chapiteau. Tout chapiteau, plus de 200 mètres carrés, doit faire l'objet d'une demande auprès de la zone de secours pour un contrôle. On demande aussi le contrôle électricité-gaz, donc contrôle Vinsoc appelé, mais il y a d'autres organismes qui le font. Et la ville, du coup, n'est pas responsable s'il arrive quoi que ce soit dans votre chapiteau. C'est à vous de prendre la responsabilité de solliciter le contrôle auprès de la zone de secours et auprès des organismes agréés pour l'électricité et le gaz. Alors, lors de blocage de voirie, donc cortège, course cycliste, etc., on vous demande de mettre des signaleurs à chaque carrefour. Ces signaleurs doivent être munis d'un dossard, d'un panneau C3 et d'un brassard. Et donc, n'hésitez pas à nous faire la demande chez nous pour un kit qui est en location à 5 € par kit pour la sécurité donc, de votre manifestation. Alors, pour la saison prochaine, l'objectif de la ville est toujours de maintenir la gratuité pour tout ce qui est prêt de matériel. Le calendrier des événements récurrents est disponible sur la plateforme en ligne. Donc, pareil, sur la page de garde, vous avez un peu toutes les manifestations qui ont lieu vraiment annuellement. On n'a pas repris les événements ponctuels. Voilà. C'est tout nickel. Oui, commissaire, vous voulez dire un mot ? On n'a pas parlé des services de gardiennage. 2 types de services de gardiennage. Service de gardiennage interne. Donc, quand vous avez dans votre organisation des gens qui ont la capacité, on va dire, de faire du gardiennage, que ce soit des voitures, des personnes, eh bien, évidemment, vous pouvez engager ces personnes. Ça sera gratuit, donc il faut faire une demande. Ça passe par l'autorisation de la bourgmestre et ça passe par une visualisation de qui fait la demande et qui sera donc à l'entrée de la salle, à l'entrée d'un parking, au sein de la police. Mais il faut que ce soit des membres officiels de l'organisation et de l'association. On ne peut pas dire, tiens, je connais 2 types là, qui font ça du côté de Ypres, ils font ça bien, et puis on va les payer au black en donnant un billet ou 2, et puis ils sont membres temporaires, c'est-à-dire entre 20h et 4h du matin de votre organisation. Ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que ça va vous causer des ennuis. Déjà, vous les payez au black. Nous, au sein de la police, on ne fait pas du fisc, mais si jamais vous avez un contrôle, vous allez casquer. C'est déjà arrivé. Donc il faut faire fort attention par rapport à ça. Il faut que ce soit des gens responsables, c'est-à-dire qui soient en capacité de réagir du début jusqu'à la fin. Si vous voyez arriver, ce n'est pas des gens qui ne sont pas loin du bar et pas loin de l'entrée et qui font le passe-passe entre les deux. Voilà. C'est ce qu'on remarque régulièrement quand il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, et je ne dis pas que. Il y a aussi le service de gardiennage privé. Ce sont les sociétés de gardiennage privé. Alors c'est plus cher, évidemment. Mais ça vous assure, normalement, que tout se déroule bien, et c'est eux qui prennent la responsabilité alors de ce que vous leur demandez de faire.
il faut leur demander de faire quelque chose. Si vous payez des gardiennages privés et que vous leur dites, à la fin de l'organisation, ça ne sert à rien, ils n'ont rien fait, eh bien c'est votre responsabilité, parce que c'est vous qui devez donner leur mission. Ils ne sont pas là pour inventer les missions. Si vous avez décidé de prendre du gardiennage privé, c'est que vous avez une mission à leur confier. Eh bien, il faut les briefer, il faut les contrôler, et si jamais ça ne va pas, il faut leur dire, tu n'es pas à la bonne place, tu ne fais pas ce que j'ai demandé, et ainsi de suite. C'est vous les patrons, c'est vous qui les payez. Deuxième chose par rapport à l'accord de principe, je sors du gardiennage cette fois-ci. Je tiens à dire que si vous êtes invité, c'est parce que vous êtes déjà des organisateurs patentés. Ça veut dire que vous avez cette casquette d'organisateur. Et parce que vous êtes des bons organisateurs. Les mauvais, c'est-à-dire ceux qu'on a refusés, très rares, on ne les a pas invités. Mais vous devez savoir aussi que de temps en temps, la police remet, de temps en temps, très rarement, un avis négatif. On en discute alors au sein de la cellule. Et puis parfois, on met un avis réservé pour dire c'est bien, mais il faudrait mettre quelques petites contraintes ou obligations supplémentaires. Et donc, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des bons organisateurs, on tient à vous le dire. Le dispositif médical, Virginie a dit, une personne capable d'appeler sans s'énerver. Oui, je rajouterais qu'une trousse de secours, ça ne coûte pas cher. Chez Kreutzwald, c'est 5 ou 6 euros. Et quand vous avez plusieurs postes comme ça, je pense à ceux qui font des randonnées, ça peut être très utile. Et alors, pour les signaleurs, c'est comme pour les gardiens privés. Les signaleurs, il faut également les briefer. Si la course passe dans ce sens-là, assez régulièrement, nous, à la police, on voit des signaleurs qui disent ils vont arriver par là, ils vont aller par là. Donc ça, c'est quand même problématique, quand un signaleur ne sait pas le sens de la course ou le sens du cortège. Voilà, merci. Merci. Je vais peut-être enchaîner avec encore quelques remarques que j'ai épinglées en entendant les différentes présentations. Alors, par rapport au délai, 45 jours, pour certains, ça peut paraître long. C'est une remarque qu'on reçoit de temps en temps. Dites-vous bien que derrière ces 45 jours, on a quand même plus de 10 personnes qui ont des avis à remettre, des travaux préparatoires à faire en termes de vérification du matériel, de casse-tête, parfois de calendrier quand on a de multiples événements qui tombent en même temps. On a les pompiers qui ont un avis à remettre, c'est la zone de secours, donc c'est pas au niveau communal, ça prend parfois quelques jours aussi pour obtenir ces avis. Il y a les avis de la police aussi, là c'est en général plus rapide puisqu'on travaille au niveau communal. En termes de matériel, on doit vérifier qu'il n'y a pas d'autres événements qui ont lieu en même temps, ou que la ville a besoin du matériel tout simplement dans le cadre de rénovation ou de travaux. Vous savez qu'on arrive ici en 2025 à une grosse année de travaux et de rénovation. Il y a le collège des Cheminades qui a un avis à remettre aussi, donc les 45 jours, c'est peu en termes de travail qui est fait en coulisses, même si pour vous, parfois, ça peut paraître un peu long. Alors, on réfléchit aussi à la possibilité de passer par un nouveau type de plateforme à l'avenir, qui est une plateforme qui s'appelle EagleBee. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça chez des collègues organisateurs. C'est à l'étude. On sait aussi que ce n'est pas facile pour vous, en tant qu'organisateur, d'introduire toute cette demande. Et donc, une nouvelle plateforme, ça veut dire encore s'adapter à un nouveau type de fonctionnement. Donc, si on passe le pas, évidemment, on réorganisera une séance d'information pour que vous puissiez l'utiliser de la meilleure manière possible. Alors, je le disais à l'instant, 2025, c'est vraiment une grande année en termes de travaux de rénovation. On aura toute une série de salles qui vont subir des rénovations bien nécessaires, puisque pour certaines salles, on a des problèmes primaires de sécurité. On n'a pas suffisamment de sorties de secours, par exemple, ou alors des matériaux qui ne sont plus du tout aux normes. Et donc, ces travaux de rénovation sont nécessaires. Alors, pourquoi est-ce que toutes ces rénovations arrivent en même temps? C'est pas voulu, évidemment. C'est parce qu'on a été chercher des subsides et que dans le cadre des travaux subsidiés, on a des calendriers à respecter. Et voilà, malheureusement, les programmes de subsides auxquels on a postulé, eh bien, on a tous pu les décrocher, donc tant mieux pour les finances de la ville, évidemment. Mais malheureusement, en termes de délai, il faudra vraiment courir. Et je sais que pour certaines associations, c'est un sacré défi que de déplacer du matériel ou de se priver d'une salle pendant plusieurs mois. Alors on a, je ne vais pas revenir sur tous les travaux qui seront faits, mais vous savez grosso modo qu'il y a le centre culturel et 3 salles de sport, donc Bruxelles, Le Bizet et Outem. Ces salles sont totalement rénovées et pour certaines réorganisées à l'intérieur en termes de bars, de locaux pour les arbitres, les joueurs et autres, et augmentées aussi en termes de superficie, ce qui permettra alors de se débarrasser d'autres bâtiments communaux qui sont vétus, c'est le cas notamment à Outem.
D'accord ? Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que quand on ferme des salles de sport, et surtout les unes après les autres, voire même tout en même temps, ça demande évidemment de la prudence, de la souplesse, et donc je fais appel évidemment à la clémence de chacune et chacun. On va devoir à certains moments davantage partager les espaces disponibles. Vous aviez peut-être des garanties d'occupation de certaines salles qu'on va devoir revoir cette année aussi, parce qu'on doit évidemment faire en sorte que chacune, chacun soit relogé dans les meilleures conditions. On travaille aussi beaucoup avec les communes voisines en termes de matériel. Quand on a plusieurs grosses festivités en même temps, même si le calendrier en principe tente d'éviter ce genre de scénario, et quand on a des nouvelles associations avec des nouvelles activités, on essaye aussi de se mettre autour de la table pour éviter qu'elles tombent toutes en même temps, hein. Je pense par exemple au Capello et au marché de Noël, hein. Ça c'est chaque année un grand débat, parce qu'en termes de barrières radars, de chalets et autres, on marche les uns sur les autres, ça n'est pas possible. Donc quand on a des demandes de matériel qu'on sait anticiper, on travaille avec les communes voisines, Commis de France, Armentières, Ypres, Erwick, et on se passe du matériel, on prête du matériel. Ça aussi, ça demande de l'organisation, il faut le savoir bien à l'avance pour qu'on puisse s'organiser en conséquence. Alors je voudrais encore dire deux choses. La première, c'est la gratuité. Commis Noirmoton reste, je suis convaincue, la dernière ville, certainement de la région, peut-être même de Belgique, qui donne la gratuité pour tout. Vous introduisez une demande, vous ne devez pas payer, vous recevez du matériel, vous ne devez pas payer, vous recevez des locaux, vous ne devez pas payer, vous ne devez pas non plus les nettoyer, c'est les services administratifs et techniques qui s'occupent du nettoyage. C'est un privilège énorme, et vous le savez, je sais que chacun le sait, parce que vous savez aussi que quand vous allez dans d'autres villes, les autres associations vont vous dire qu'elles doivent payer les occupations de salles de sport, de locaux, terrains, champs, que sais-je, qui sont occupés. Cette gratuité, l'objectif, c'est de la maintenir. On ne veut pas vous faire payer le matériel ni l'occupation des salles. Et pour maintenir cette gratuité, on doit évidemment toutes et tous être responsables collectivement du matériel qui est prêté. Et c'est la raison pour laquelle, quand du matériel est cassé, on vous demande de rembourser. Potje breken, potje betalen, comme on dit dans la région. Ça fait partie aussi de cette responsabilité collective. On vous demande aussi de faire attention aux bâtiments. Vous l'avez vu peut-être quand vous êtes rentré dans cette salle, la porte d'entrée est complètement pétée, on ne sait pas le dire autrement, alors que ce sont des châssis en bois faits sur mesure, parce qu'il y a des gens qui mettaient des briques, des tuiles pour bloquer la porte ici. Pourtant, il y avait un cliquet juste derrière. Alors quand le cliquet est dysfonctionnel, quand on voit que quelque chose dysfonctionne, on n'arrange pas comme on peut. On passe un petit coup de fil à l'administration et on répare. Voilà. Je donne l'exemple de la porte ici parce que c'est quand même dommage qu'une porte qui coûte des milliers d'euros, maintenant, elle est totalement endommagée. Donc ça aussi, c'est la responsabilité collective de chacune et chacun. On aura à partir de, dans 24 mois, 3 nouvelles salles qui seront totalement rénovées. Ça veut dire que notre parc immobilier communal se rénove, se modernise. Mais faisons tous en sorte que ces salles restent le plus longtemps possible nickel. C'est plus gai quand on rentre dans une salle d'avoir une salle qui est totalement aux normes, évidemment. Alors en termes de responsabilité, il y a la responsabilité aussi individuelle de chacun de vos comités, de chacune de vos associations, et puis de nous aussi en tant qu'autorité, et fatalement de moi en tant que bourgmestre, puisqu'en cas de mise à disposition de matériel qui n'est pas aux normes, de salle qui n'est pas aux normes, je peux vous dire que la nuit, moi je ne dors pas quand je sais qu'il y a parfois une salle qui est mise à disposition et qui n'est pas tout à fait aux normes. C'est le cas par exemple du poulailler à Bauer-Nothon. On sait que si la zone ne se court pas, s'il y a gros à Paris, que cette salle sera fermée. C'est le cas aussi, c'est pas une salle communale, mais à Pluxer par exemple, de l'ancienne salle paroissiale. On n'y a pas de sortie de secours, chauffage au gaz. Il devrait y avoir un problème, on a 300 personnes qui sont par terre. Voilà. Qui est responsable dans des cas pareils? C'est le propriétaire du bâtiment. Et quand le propriétaire c'est la commune, c'est fatalement le collège échelonal et particulièrement le bourgmestre qui a une responsabilité civile et pénale. J'insiste là-dessus, quand on refuse des salles, c'est vraiment pas gai pour nous et pour moi en particulier, mais c'est parce qu'on prend trop de risques dans certains cas. Et c'est pour ça aussi qu'on vend des bâtiments, on fait un tri dans nos bâtiments, qu'on rénove ce qu'on peut rénover, ça coûte beaucoup d'argent, et donc dans les années qui viennent, on va devoir mutualiser au maximum les espaces qui sont disponibles, toujours pour vous permettre cette gratuité de l'occupation des espaces et du matériel qui est utilisé. Alors je vais terminer par une note positive. Si on organise ce genre de réunion, si on vous explique ces contraintes, c'est pour vous aider aussi à comprendre parfois les nouvelles réglementations. S'il y a ces 45 jours, c'est parce qu'il y a toute une série de normes qui ne sont pas des normes communales, mais qui sont des normes au-dessus de notre tête. On pense à l'ASCA, à la SABAM, à la zone de secours, etc., au gardiennage. Ce ne sont pas des inventions communales, ce sont des choses qui sont
applicable partout dans notre pays. Donc notre objectif, c'est vraiment de vous simplifier la vie en passant par une demande unique pour éviter de devoir vous-même introduire via une multitude de demandes particulières, zone de secours, zone de police, etc. Donc, en passant par notre plateforme, et nous, on se charge alors d'aller chercher ces différents avis et de les collecter et vous les transmettre en une seule fois. C'est vraiment une aide, voyez ça comme une aide. On n'est pas ici pour vous imposer des contraintes supplémentaires, mais pour vous guider dans ces différentes contraintes qui sont imposées par la force des choses, par la réglementation, par la région wallonne, par le pouvoir fédéral, aux différents organisateurs d'événements. N'y voyez évidemment pas un acte de découragement, mais justement une manière de vous aider au maximum. Alors on n'en a pas parlé, mais le RGPD, ça ce sont les 4 fameuses lettres qu'on commence à entendre un peu partout. Le RGPD c'est aussi durci depuis le 1er janvier 2025 et donc faites très attention, vous êtes responsable en votre qualité d'organisateur d'événements des données que vous allez collecter et de la manière à laquelle vous allez les traiter. Quand on s'inscrit pour une marche, on a toute une série de données, faites attention avec ces données, n'allez pas les utiliser outre ce que vous pouvez en faire, détruisez-les quand c'est nécessaire aussi. Ou demandez l'autorisation des personnes pour les utiliser le cas échéant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis le 1er janvier 2025, le RGPD s'est encore durci. Je propose d'en faire une petite note synthétique qu'on mettra aussi sur la plateforme. Je vais vous donner quelques exemples à l'échelle de la commune. Mais la commune, elle n'a plus le droit, par exemple, de contacter les couples qui organisent leurs noces. Parce que ça veut dire qu'on va aller voir dans le registre de l'état civil quand est-ce que les gens se sont mariés et les contacter à l'occasion de leurs 50 ans de mariage. C'est une aberration, je ne suis pas d'accord avec ça, mais on n'a plus le droit de le faire. La ville ne peut plus contacter les jeunes parents pour les inviter à venir planter un arbre à l'occasion de la naissance de leurs enfants. On n'a plus le droit. La ville n'a pas le droit d'inviter tous les nouveaux arrivants de l'année pour leur présenter les différents services, les associations, les festivités. On n'a plus le droit. Donc pour ce genre de choses, on n'a plus le droit de contacter les gens. On peut toujours contacter les gens pour qu'ils payent leurs taxes. On ne peut plus les contacter pour leur faire plaisir en leur offrant un petit cadeau. Alors je ne suis pas d'accord avec le système, malheureusement, c'est comme ça. Et on doit évidemment appliquer ce RGPD. Donc faites bien attention avec les données que vous collectez et la manière à laquelle vous allez les traiter, notamment dans les mailings. Faites attention à ce qu'on ne voit pas toutes les adresses mail quand vous envoyez un mail, ce genre de choses. On fera donc un récapitulatif pour que vous sachiez quoi faire. Alors, de nouveau, c'est pas gai. Moi, je trouve ça hyper contraignant, ce RGPD, surtout avec les renforcements depuis le 1er janvier. Ça nous empêche de travailler correctement aussi, nous, en qualité d'administration. Évidemment, on a accès à toutes vos données personnelles. Donc, heureusement qu'il y a ces garde-fous qui sont prévus. Mais quand on rentre dans le profil d'un citoyen, eh bien, on doit expliquer pourquoi on va voir. On ne s'amuse pas à aller voir les adresses des citoyens. Donc, quand on rentre, eh bien, on doit à chaque fois qu'on met notre carte d'identité pour aller consulter, expliquer la raison. Et vous avez le droit, en tant que citoyen, de vérifier qui a été voir vos coordonnées personnelles, tout comme vos coordonnées médicales également. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce RGPD a davantage été renforcé encore. Voilà, je pense que j'ai fait mes petites remarques. Ça clôture aussi la partie théorique, on va dire, des présentations. On va donc pouvoir passer au tour de table, à la partie plus sympa. Donc, on vous invite maintenant, on passera le micro autour de la table, à faire état éventuellement de vos questions, de vos remarques, de vos propositions aussi. Hein. C'est pas encore trop tard pour cette année de réaliser certaines modifications dans les dispositifs. Si c'est trop tard pour certaines choses particulières, eh bien on peut reporter ça à l'année prochaine et on tentera d'y apporter les réponses et les solutions nécessaires. Voilà, je propose de commencer comme ça avec Alain. Merci. J'ai deux petites questions. La première sur le poste médical préventif. L'année dernière, on avait dû demander à un service extérieur à la ville, parce qu'à la ville, il n'y a pas de poste médical préventif de dispo. Et en dernière minute, ils ont dit on n'a plus personne pour venir, donc il n'y aura personne. Donc c'est assez ennuyeux quand même, puisque nous, on se met dans l'illégalité pour quelqu'un qui avait promis de venir et qui n'a pas su venir. On a trouvé, donc on dit toujours les rois de la débrouille, on a trouvé une solution, mais c'est pas non plus l'idéal. Donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des secouristes ici à la commune pour qu'on
puisse au moins faire un petit poste médical avancé au sein de la commune. Voilà, c'était une question facile de la poser, mais c'est peut-être moins facile d'y répondre. Alors, je reviens aussi pour le courrier à distribuer en toute boîte, pas de souci, mais est-ce que c'est dans toute la ville de Comines-Warneton? Puisque tout le monde, est-ce que c'est le long d'un parcours du cortège, ou bien est-ce que c'est dans la ville où se passe le cortège? Merci Alain pour les deux questions. Alors je vais commencer par la deuxième et je passerai le micro après à Virginie pour la première. Pour les courriers à distribuer, effectivement, c'est pas un toute boîte dans l'ensemble de l'entité, heureusement. C'est uniquement s'il y a des répercussions sur le trafic. Donc on coupe une rue par exemple, et c'est uniquement effectivement sur le périmètre du cortège. Où prenez les habitations qui suivent éventuellement, comme ça tout le monde est au courant dans la rue. Mais voilà, limitez-vous à ça. Je sais que beaucoup d'entre vous font déjà des toutes boîtes quand ils organisent des événements, notamment avec le programme des festivités. Pourquoi pas faire d'une pierre deux coups et mettre alors cette information en plus. Ça va, dans le programme des festivités, il n'y a pas toujours le parcours qui est annoncé, mais vous pouvez l'annexer, au moins vous faites d'une pierre deux coups. Voilà, alors pour les postes médicaux préventifs, je vais laisser la parole à Virginie. Merci pour cette colle. En fait, je ne sais pas comment on pourrait remédier, mais c'est vrai que c'est embêtant. Maintenant, dans ton cas, il y a quand même pas mal de pompiers. Oui, mais ça, c'est pas un poste pompiers officiel. C'est pas un poste équipe. C'est parce qu'on a eu affaire à des bénévoles qui ont bien voulu nous aider. Mais c'est pas officiel. S'il arrive quelque chose, qui va devoir souffler la bougie? Oui, ça mérite réflexion, effectivement. Et comme ici, bon, si on en a besoin, il faut faire forcément appel, soit à Verviers, soit à Yvres. Ça en Flandre, est-ce qu'il n'y aura pas alors un problème de langue? Sinon, il faut la Moucron. C'est quand même ennuyeux. Effectivement, c'est compliqué. On a revu quand même cette carte, ce dispositif médical préventif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on l'a allégé. En général, c'est quelqu'un capable d'appeler le 112. Avant, il y avait plusieurs secouristes demandés. Maintenant, ce n'est plus forcément le cas. Ça dépend de l'événement. C'est vrai que dans ton cas, c'est un cortège avec énormément de personnes. Donc, le dispositif est plus important. On va y réfléchir et essayer de trouver une solution. Voilà. Merci. Moi j'avais juste une petite remarque à faire et monsieur le commissaire, vous allez peut-être pouvoir soutenir ou en tout cas donner plus d'informations par rapport à ça. Peut-être pour les associations, les ASBL, tout ça, quand on organise à partir du 1er janvier, fin décembre maintenant, un événement dans une école ou dans les salles de sport, il ne faut pas oublier que la loi tabac est passée et que donc c'est des lieux où il est interdit de fumer. Et donc, il y a des amendes à la clé. Si je ne me trompe pas, tant pour les personnes qui fument sur ces lieux-là que pour les organisateurs. Donc, à faire attention de bien signaler que ce sont des lieux où il est interdit de fumer. Peut-être voir quand il y a un événement qui est organisé dans ce lieu, s'il n'y a pas une petite remarque qui peut être faite aux organisateurs pour leur signaler de bien informer les personnes présentes qu'il est interdit de fumer sur ces lieux-là. Merci. Je réponds à cette question-là. Après, on prendra 2-3 questions à la fois pour que ça soit plus fluide. Pour la question du tabac, très bien. On va l'ajouter pour la présentation de l'année prochaine aussi pour refaire une explication et on remet une information aussi sur la plateforme. Donc pour la loi tabac, effectivement, maintenant on a des espaces sans tabac devant les écoles, devant les salles de sport, devant toute une série de lieux publics. Alors ça, c'est à nouveau imposé dans l'ensemble du royaume. Je propose que le service technique achète des panneaux avec l'explication de cette loi tabac et un pictogramme qui soit le plus clair possible. Et on ajoutera ça alors dans le matériel et on fera en sorte que ça soit fourni aux organisateurs d'événements et apposé aux endroits en conséquence. Voilà, bon, c'est de nouveau une contrainte, évidemment, mais on essaye d'y apporter une solution la plus créative possible.
as raison de l'évoquer parce que ça nous passe un petit peu au-dessus de la tête. Mais j'ai eu la question des directions d'école lors de la réunion avec la police. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir verbaliser? Donc voilà, on connaît tous le film, hein, le tabac c'est tabou, on vient tous à bout. Pardon? Ouais, ça dépend ce qu'il fait. Et aux directions, j'ai quand même rappelé qu'en 2004, il y a eu la première interdiction de fumer à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Moi, je me souviens, j'étais à la police de Maucron à l'époque, on fumait encore à l'intérieur du poste de commandement. Il faisait bleu, comme on dit. Les cafés, c'était la même chose, les restaurants, c'était la même chose. Et je ne pense pas qu'on a dû faire beaucoup de procès-verbaux pour que ça fonctionne. Parce que l'un ou l'autre regard, un petit peu acéré vers la personne qui fume, et elle aura vite compris qu'elle gêne, en fait. Parce qu'elle gênait déjà avant, mais c'était toléré parce que ce n'était pas interdit. Et maintenant, c'est interdit. Je pense que quand on fait un petit regard, ou quand on explique à la personne que maintenant ça a changé, généralement ça fonctionne et on ne doit pas passer par la verbalisation. Et pour nous, pour le barbecue géant à Booster, quelle solution? Parce que nous, on va pas pouvoir verbaliser, même en regardant. Mais là, la loi tabac, je ne pense pas qu'elle s'applique. On n'est pas dans le cadre des... Pour l'instant. Sinon, sur les marchés, non. On n'empêche pas de faire à manger. Alors, la loi tabac, Anne-Sophie va me reprendre les de mémoire. La loi tabac, c'est uniquement pour les cigarettes. Et c'est devant les écoles, les salles des sports et certains lieux publics. Pour l'instant, sur la place de Koekstert, je dis bien pour l'instant, on ne sait pas comment la loi va évoluer, mais pour l'instant, sur la place de Koekstert, il n'y a pas, comme dans les rues adjacentes ou ailleurs, les autres places, il n'y a pas une interdiction formelle de fumer. Donc ça ne devra pas poser de problème pour vous. Ça reste quand même un événement. Donc, Non, mais il n'y a pas d'interdiction. Voilà. Mais c'est comme nous, par exemple, au Castel, on fait notre fête d'école en extérieur, on a à peu près 600 personnes. Mais on ne sait pas vers... Step by step. On a les panneaux et tout, mais... Les panneaux, imprimés. Mais déjà, ne pas mettre de cendrier. On mettait à l'extérieur de l'école. Il faut l'expliquer. Et les lieux comme les salles communales, comme ici. Alors, pour l'instant, ça concerne surtout les lieux qui sont fréquentés par les enfants. Donc, on monte crescendo. Donc, c'est ce qui nous concerne surtout, on fait des événements, c'est tout ce qui est scolaire, donc tous les bâtiments scolaires, toutes les salles de sport. Tous les lieux qui appartiennent à la commune, vous verrez un petit panneau Génération sans tabac à l'entrée. Donc ça, c'est les lieux, en tout cas au niveau de la commune, où nous, on a aménagé. Maintenant, toutes les écoles sont censées le faire de leur côté aussi, signaler. Donc voilà, c'est des lieux où on ne peut pas fumer à l'intérieur. Et au niveau de l'enceinte de l'école, donc dans toute l'enceinte de l'école, donc je pense notamment à des événements qu'on va avoir ici bientôt, avec le week-end solidaire. C'est des fêtes qu'on va organiser dans l'enceinte des écoles, donc les gens ne peuvent pas fumer à l'intérieur même de l'école et pas à moins de 10 mètres des entrées des écoles. Donc à voir avec l'école où ils ont mis l'entrée, parce que je sais qu'il y a des parkings. Ici, non. Donc la salle ici du village de Dembril, non. La salle des fêtes de Bauwarneton non plus, par exemple. Mais par contre, l'ancienne école de Bauwarneton, oui, parce que c'est un lieu qui accueille l'extrascolaire. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un petit mail au PCS, je peux toujours vous envoyer la liste. Et il existe une fac aussi avec toutes les questions qu'on pourrait se poser également à ce niveau-là, qui existe. Je peux peut-être appeler dans l'île. Comme ça, vous recevez la fac aussi avec tous les endroits et tous les lieux qui sont concernés. Ça va ? Petite question, commissaire, concernant les... Commissaire, petite question concernant les videurs, entre guillemets. Est-ce qu'il faut appliquer la loi Tabac ou pas ? C'est ce que je viens de dire. Donc soit ils sont membres de votre organisation, membres déjà depuis longtemps, vous faites une demande, ça passe par la police locale, l'autorisation est signée par Madame la bourgmestre. Et sinon, c'est
qu'est-ce que tu appelles la lotobac? C'est-à-dire les gens qui sont agréés par... C'est-à-dire l'ancien ministre qui a mis en place les services de gardiennage privé qui sont Securitas, Acta Security, Active Security, et ainsi de suite. Ceux-là sont payants. Mais vous pouvez faire un service de gardiennage interne. Mais il faut en faire la demande. Si vous n'avez pas l'autorisation de la bourgmestre, qu'il y a un contrôle du service fédéral qui vient de Bruxelles, quelques petites choses sur la présentation. Donc sur le courrier est généré une fois qu'on a l'autorisation d'organiser l'événement. Est-ce qu'il n'est pas envisageable que cette information-là se retrouve quelque part sur le site de la ville, puisque la question qui était posée tout à l'heure était de dire, ok, on distribue, même si ça a l'air facile à dire, mais imaginez la case du visé ou avoir un mouton, c'est quand même important. On parle d'environnement, donc plutôt que de diffuser du papier à tout va, est-ce qu'on ne peut pas retrouver sur un site internet ces autorisations? Surtout qu'il y a plus de gens qui veulent soit venir à l'événement de l'extérieur, ou soit qui doivent transiter par l'événement, qui doivent être au courant de ce qui se passe, plutôt que des gens qui, tous les ans, on a du cas du visé, ils savent très bien ce qui se passe dans le cas du visé. Voilà, ça c'est une idée. Je ne sais pas si techniquement ça va être possible. C'est peut-être difficile. Ça va apparaître sur le courrier de la page Facebook de la ville. Mais donc tout. C'est ouvert. Tout le monde n'a pas Facebook, tout le monde n'a pas Internet, et donc c'est un peu la raison pour laquelle le courrier par rapport à la circulation routière est important. Parce que c'est pas parce qu'une Ducasse est autorisée, un cortège est autorisé, que forcément tous les riverains savent que dans la rue, l'interdiction de circuler sera d'application. Donc il faut mixer, je pense. Et c'est vrai que si on pouvait, et on le fait déjà, puisque je pense que pour les gros événements, le site de la police et les réseaux sociaux de la police diffusent déjà, ce sera bloqué de telle heure à telle heure, de tel endroit à tel endroit. Est-ce que les gens vont véritablement aller regarder ça? Pourquoi pas? D'expérience, les associations et les comités qui diffusent le document font en sorte que, en termes de demande d'information un peu en urgence à la police ou à l'hôtel de ville, il n'y en a pas. Par contre, les organisateurs qui n'ont pas diffusé le courrier, nous, nos téléphones sonnent sans cesse parce qu'on a toujours des nouveaux arrivants, des personnes qui n'étaient pas au courant d'une manière ou d'une autre. Il faut bien savoir que depuis quelques années, l'algorithme Facebook a complètement changé et aujourd'hui, vous voyez plein de vidéos sur des petits chats et vous ne voyez pas les informations importantes de la ville ou de la police. On reçoit souvent ce genre de remarques de gens qui disent « mais on n'a pas vu » et pourtant, ça a été diffusé plusieurs fois et dans les temps, mais l'algorithme fait qu'ils ne le verront certainement jamais. Ça a beaucoup changé. Avant, c'était plus facile, on savait beaucoup plus directement, on avait moins ce flux d'informations exponentiel, on savait plus facilement voir les différentes communications. Alors, on peut éventuellement mettre en ligne déjà le contenu du courrier, même si vous n'avez pas encore l'autorisation, mais je crains alors le phénomène inverse, c'est que certains vont communiquer sur un événement sans qu'ils aient eu l'autorisation, et si finalement on a un problème et qu'on ne donne pas l'autorisation, les gens vont être informés pour rien, et là ça va être pire encore en termes d'information. On va étudier la chose. Okay. Et alors, du coup, pour la quatrième fois, je reviens avec la Ducasse du visé. La Ducasse du visé qui s'organise en Pentecôte. À l'heure actuelle, il n'y a pas de Ducasse du visé en 2025, en 2026, puisqu'il n'y a pas de salle du visé. Et ça fait la quatrième fois qu'on a une rencontre avec la ville pour trouver une solution. Et on attend toujours. Donc, pour avoir un cortège, il est déjà trop tard pour avoir des groupes d'une certaine importance. Donc, ça devient urgent. Et actuellement, le comité n'a aucune autre solution, puisque si on n'a pas de salle, on ne peut pas monter un bar, et donc on n'a pas de bénéfices qui sont générés par ce bar. Alors, les services... J'ai demandé au service de la ville d'organiser une rencontre, donc en principe, oui, ça devrait être tout bientôt. Au Bizet, on n'a pas beaucoup de patrimoine communal, comme tu le sais toi-même. Il y a des villes, des villes et des centres de villes et villages où on a beaucoup de patrimoine communal, où on sait facilement trouver des solutions. Le Bizet, c'est beaucoup plus difficile parce qu'à part la salle de la FASAM, la petite antenne de la bibliothèque, la maison qui fait l'angle et la salle des sports, on n'a pas d'autres salles. Donc on essaie de trouver les meilleures solutions possibles, mais c'est pas toujours aussi évident. Mais je renote et je relance les services pour la rencontre. Pour Pouster aussi, pour la Ducasse de Pouster aussi, parce qu'on n'a pas la salle. Oui, et là vous avez envoyé, j'ai reçu la copie du courrier que vous avez adressé
à la Fabrique d'église, mais je n'ai pas de mon côté encore reçu de réponse. Et à Plouxter, l'ancien arsenal est utilisé. Il est rempli. Il est rempli notamment des... oui, c'est ça en fait. On doit vider la salle des sports d'Outhème prioritairement, et donc tout le bazar de la salle d'Outhème part à l'arsenal de Plouxter, qui ensuite va être vidé pour accueillir tout le bazar de la salle de Plouxter. Entre-temps, il y a la musique, où on a un problème au niveau de la stabilité des murs aussi. Voilà. Le patrimoine communal est ce qu'il est. Et les comités, pour certains, sont royaux. Hein, ils sont existants depuis plus de 50 ans. Donc vous imaginez, j'ai pu le voir encore en début de semaine, le bazar que certains ont pu accumuler après autant d'années d'existence, qui se retrouvent dans des salles communales. Et quand on doit déménager le comité, on doit déménager le comité et les gérants et les triporteurs et les frigos et les congélateurs et ça prend des espaces terribles. Donc de nouveau, il faudra tous faire preuve de souplesse dans les prochaines années. Une fois que ce sera fait, ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Et alors, bon, je vous l'ai déjà dit, mais je crois que ça vaut pour tout le monde. On se rend compte quand on déménage du bazar qu'on a accumulé pendant toutes les années. Ça vaut aussi pour les comités qui ont accumulé parfois beaucoup de choses. Faites des tris parce que l'espace communal, ben oui, il s'amenuise aussi. Et contrairement, et paradoxalement même, on dit toujours c'est difficile de trouver des bénévoles, on n'a jamais eu autant de nouvelles associations créées chaque année. Ça, c'est quand même assez incroyable. Avant, on avait une association de danse, on en a 3. Avant, on avait un club Rotary, on en a 3 aussi. On a de plus en plus maintenant d'associations qui se créent. Et c'est tant mieux, c'est très bien pour notre ville. Et fatalement, toutes ces associations demandent des locaux, demandent de l'espace, demandent du matériel, créent des nouveaux événements. Et il faut partager au maximum des possibilités. Tout le monde n'a pas son propre local pour ranger non plus. Je pense au Capello, c'est une des jeunes associations. Vous utilisez les locaux, vous quittez, ils sont vierges. Je ne sais pas où vous rangez votre matériel, mais il n'est pas dans un local communal. Chez vous, voilà. Bon, il y en a d'autres qui ont plus de chance parce qu'ils sont plus anciens certainement et qu'on leur a donné un peu à la fois un garage, une remise, et puis on s'étale, on s'étale. Voilà. Je sais que la situation est celle qu'elle est, mais on s'organise du mieux qu'on peut pour tout le monde, je vous assure. Alors, les questions suivantes. Je pense est-ce qu'il est possible de faire un listing des salles, peut-être pour vous, comme pour d'autres personnes, des salles qui sont encore accessibles dans les mois qui arrivent en fait. Voilà. Mais si vous avez déjà l'autorisation de certaines écoles qui pourraient dire oui ou non, ou si... Alors pour l'ensemble des salles communales disponibles à la location, elles sont toutes déjà répertoriées sur le site internet de la ville et le site internet de la GIS. Ça existe. Maintenant, on ne sait pas mettre à jour en live un calendrier où on dit il y a tel et tel. Enfin, c'est pas possible parce que le volume de choses dans certaines salles, on pousse quand on sait pousser, mais ce ne serait pas possible organisationnellement. Et puis, vous savez comme moi, les entreprises ont commencé leurs travaux petit à petit, mais il y a des entreprises qui vont aller plus vite, d'autres qui vont peut-être pas avoir leurs matériaux à temps. On est dans des marchés qui sont très instables aussi, et tout vient d'Ukraine en ce moment. Et donc, finalement, on a beaucoup de retard aussi dans les matériaux qui doivent arriver, des sociétés qui doivent terminer les travaux avant de commencer. Et donc, on a parfois des plannings où on annonce d'emblée, ce sera pour printemps 2025, et on nous dit maintenant, ce sera plutôt l'automne 2025, voire peut-être fin 2025, début 2026. Donc, c'est très 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 difficile. On essaie d'apporter les solutions le plus vite possible quand on a des solutions. Pour d'autres, on va se creuser la tête, même pour les services communaux, n'est-ce pas? Alors, il y avait le comité d'Outhème qui avait des questions. Oui, par rapport au volet sécurité que vous avez donc soulevé, vous en disiez peut-être un petit peu, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Vous nous avez parlé des sociétés de gardiennage, mais à quoi peut-on s'attendre de la part de la police lors de nos événements au niveau sécurité? On s'attend à la police, ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire intervenir soit préventivement, soit en réaction. Plus on intervient préventivement, moins on doit intervenir en réaction. Pour ce qui est de la Ducasse d'Outhème, c'est un peu particulier parce que c'est une Ducasse déjà particulière. Elle arrive en fin d'année scolaire, et alors que les étudiants, normalement, ont terminé leurs examens et ont tout simplement envie de faire la fête à Outhème, puisque c'est la Ducasse, finalement, des étudiants, et des gens qui ont été étudiants et qui se disent j'ai connu la Ducasse il y a 20 ans et j'y vais encore et c'est une bonne ambiance. Et c'est une bonne ambiance jusqu'à une certaine heure, comme on l'a dit tout à l'heure. Quand ça commence à crier ou à s'énerver, c'est plus compliqué. On essaye vraiment de faire comme pour tous les autres événements, du travail préventif, qui sont ceux qui, les autres années, ont créé des problèmes, et on essaye de faire en sorte que le travail préventif qu'on fait, c'est-à-dire un programme de recherche pour savoir si
tel ou tel qui a posé problème les autres années ne puisse éventuellement pas revenir. On ne l'interdit pas, mais on est attentif à ceux qui seront déjà à l'intérieur. Et donc, on a déjà essayé avec foultitude d'équipes, et on s'est rendu compte qu'on était parfois nous-mêmes pris à partie, alors que si on n'était pas là, ça se passait un peu mieux. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on vous a demandé de prendre du gardiennage privé. Parce que dans une certaine mesure, ça fonctionnait. Si ça fonctionne moins bien, on se remet autour de la table et on essaie de trouver la meilleure solution. C'est comme pour l'installation du chapiteau. On ne l'a pas évoqué, mais quand on fait tout le travail préventif, 45 jours avec un comité, une cellule ADV, auquel vous êtes de temps en temps invité pour exposer votre cortège ou manifestation, mais on n'est pas dans l'interdiction. On est plutôt dans la discussion. On essaie de trouver des pistes de solution. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette piste de solution? Et on est finalement dans l'analyse de risque. On me pose souvent la question, comment ça se fait qu'à Houten, ils peuvent mettre leur chapiteau au plein milieu de la rue, ce qui coupe le village en deux? Eh bien, c'est une analyse de risque. Moi, j'ai connu la Ducasse d'Houten avant même d'être commissaire ici à Coligny-en-Nothomb, où il y avait le rallye libre en même temps, et où le passage entre l'une et l'autre spéciale se faisait par la place d'Houten, alors que c'était la Ducasse. Moi, je préfère mettre un chapiteau et interdire le passage des véhicules de course, plutôt que de laisser tout le monde partir, en tout cas passer par le village d'Houten à fond de balle. Donc voilà, tout ça c'est une analyse de risque, et si jamais il y a quelque chose à améliorer, eh bien on ne va pas le faire ici, on va t'inviter à une réunion, on va essayer de trouver la meilleure solution. Merci. Une autre question peut-être encore, si je peux me permettre, ou en fait je ne sais pas si le centre culturel est représenté. Oui, si, je pense pas. Non, parce qu'en fait il y a le festival Jeux du Soleil qui se fait pas. Non, ça, Et donc apparemment il se fait. Et donc, ma question elle est la suivante. À un moment donné, on a vu à travers la brochure que la tête d'affiche c'était Stella. Non. Et bon, évidemment, ça a changé, mais je m'étonne un petit peu de voir un artiste comme celui-là arriver dans le festival Jeux du Soleil, qui quelque part, cette tête d'affiche ne ressemble pas du tout à ce que faisait Jeux du Soleil avant. Donc, quelque part, c'est le public que nous avons, nous, sous le chapiteau. Donc, j'ai le sentiment quand même d'avoir une certaine concurrence. Après, on va dire, on n'a pas besoin de la Ducasse d'Houten pour l'organiser. Mais malgré tout, je vois quand même qu'on vient faire ça le vendredi soir de la Ducasse. Comme par hasard, j'ai quand même des doutes sur pourquoi ne pas faire ça à un autre moment. Il y a plein d'autres week-ends, il y a plein d'autres dates, il y a plein d'autres lieux. Ça ne tombera pas en même temps que la Ducasse cette année. Merci. Mais malgré tout, voilà, il n'y a aucune information, alors que je pense qu'il y a des gens qui sont au niveau du centre culturel qui habitent Houten. Alors, le centre culturel n'est pas représenté officiellement ici. Pascal est aussi dans le conseil d'administration. Donc, merci déjà, Pascal, pour les infos que tu donnes. Je propose peut-être, Luc, Pascal, que vous mettez d'accord pour vous rencontrer entre le comité et le centre culturel. Là, ce sont vraiment... Enfin, moi, j'ai pas du tout... Je suis partie du centre culturel, je n'ai pas de réponse à donner ici. Mais mettez-vous d'accord, effectivement, pour éviter les frictions. L'objectif, c'est que tout le monde puisse travailler le mieux possible ensemble et éviter de marcher sur les plates-bandes les uns des autres. Hein. D'accord? Pascal, tu sais noter pour transmettre à Nadine d'organiser rapidement une réunion? J'ai une dernière petite question, si je peux me permettre. Donc, à un moment donné, dans un des folders, on a pu voir apparaître qu'au niveau des chapiteaux, la ville mettrait à disposition, ferait l'achat d'un chapiteau. Je ne sais pas où en est le projet. Oui, effectivement. Donc l'objectif, ce serait de pouvoir faire en sorte qu'on ait un marché qui soit conclu avec une société pour qu'un chapiteau se déplace de week-end en week-end avec la même société qui monte et qui démonte et que ça soit pris en charge par la ville. Ce n'est pas encore au budget 2025 parce qu'on est à l'étude pour l'instant. On ne sait pas ce que ça va coûter exactement, donc on doit consulter plusieurs entreprises, et surtout en termes de sécurité, parce que ça veut dire que chaque week-end, on a une société privée qui doit venir aussi indépendamment évaluer. Donc j'espère que pour 2026, ça pourra être mis en œuvre, et pour 2025, c'est trop court en termes d'organisation et d'évaluation des risques et des marchés. Est-ce que les comités vont être sollicités pour éventuellement donner notre avis sur les dimensions Oui, mais ça fait en fait partie des difficultés, c'est que tous les chapiteaux n'ont pas les mêmes caractéristiques. On sait qu'il y en a qui sont beaucoup plus grands
que d'autres. Il y en a qui ont besoin des planchers, il y en a qui n'ont pas besoin de planchers, donc ça fait partie des difficultés et ça devra faire l'objet d'une réunion en temps voulu avec les comités qui sont ciblés par les chapiteaux, ce qui n'est pas le cas non plus de tout le monde. J'avais pensé au niveau du barbecue que j'ai envie de faire, par exemple, ça pouvait être une solution pour éviter de prendre une salle au cas où il pleuvait ou des choses comme ça. En fait, les chapiteaux, enfin, de manière générale, tout, je vous apprends rien, mais tout c'est beaucoup compliqué. Hein, ceux qui sont organisateurs d'événements depuis 20 ans savent qu'à l'époque, on mettait un chapiteau, on allait le chercher quelque part, il n'y avait pas de vérification, de rien du tout. Aujourd'hui, tout est devenu compliqué. Un chapiteau, c'est un avis de la zone de secours, dans certains cas de la zone de police, c'est du personnel qui doit monter et démonter, des assurances qu'il faut prendre, et en plus, ça a un coût à la base, le chapiteau. Donc, c'est pas rien. Hein. Bon, ça pourrait être une solution pour Bruxelles. Moi, j'ai quand même bon espoir que la fabrique d'église va quand même répondre favorablement. Alors, ça peut être encore un peu tabou pour certains, mais n'oublions pas qu'au Moyen-Âge, les églises, c'était des lieux qui servaient quand il faisait très chaud, quand il faisait très froid, quand il y avait des problèmes d'approvisionnement d'alimentation. Ben, c'est là qu'on allait tous se retrouver pour manger, pour partager la table. Voilà, ces dernières années, dans nos églises, on a fait beaucoup d'efforts pour amener une autre fonction que la fonction religieuse, pour que les gens se rendent compte que ça reste, tant pour un spectacle, pour un concert, pour une conférence, un lieu qui peut être adapté, et pourquoi pas aussi, on a déjà fait des produits locaux dans une église, on pourrait imaginer aussi un plan B s'il pleut pour vous. Bon, on n'a pas encore reçu, moi je ne suis pas à la fabrique d'église de Bruxelles, je ne vais pas me substituer à leur avis, mais j'ai reçu la copie du courrier et j'espère qu'on pourra trouver une solution. Il faudra tous être créatifs pendant quelques années, et ça permettra peut-être aussi de pérenniser nos églises à l'avenir. Alors, on va peut-être continuer par ici avec le micro. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, Didier, question, Bernard, et alors après... Allez-y. Signaler simplement, encore une fois, le petit fonctionnement pour le matériel. J'en avais parlé la dernière fois, et c'est revenu... encore une fois l'année passée, mais différemment. Mais enfin, l'année dernière, donc on fait une demande de matériel, on demande un podium, on a l'autorisation, tout ça, et puis tout d'un coup, l'avant-veille, le podium n'est toujours pas là. Ah, on téléphone, ah ben non, on n'a pas de podium, il faut demander à l'MJC. Alors il ne faut pas le mettre dans... Et alors donc on demande à l'MJC, oui, on peut l'avoir, il n'y a pas de problème, ouf. Mais il n'y a pas de camion. Donc, pas de podium. Ça, c'est... Donc, dans la demande, il faudrait supprimer le podium, alors. Hein. Simplement ça. C'est effectivement une bonne question. En termes de matériel, on a eu quelques retours de ce type-là. Hein. Il y avait aussi eu l'élévateur aux 5 chemins qui a attendu pendant près de 2 heures pour pouvoir faire son lancer. Donc oui, je pense que s'il y a des couacs, effectivement, c'est pas normal, on va devoir y remédier. Alors de nouveau, en termes de podium et de praticable, il y a du matériel communal qu'on a utilisé pendant des dizaines d'années, qui est en fait plus aux normes non plus. Hein. On a le cas ici pour les Miss communes. Voilà, il y a du matériel qu'on a toujours prêté gracieusement, et puis on se rend compte qu'en fait, ce matériel n'est pas du tout aux normes. Pour monter, pour descendre d'un podium, ou bien pour déambuler avec des robes de mariée, on ne peut plus le faire. Donc, si ce matériel est déclassé, il faut effectivement le supprimer de la liste. On va vérifier la liste avec le service magasin. Avant, peut-être encore une petite remarque pour ce genre de choses. Avant de faire des frais pour des locations de podium ou d'autres matériels que vous n'avez pas, vous pouvez toujours me solliciter. Je demande alors auprès de collègues bourgmestres dans d'autres villes et on fait un accord de bon procédé. Ils nous prêtent un podium pour un week-end et puis nous, on leur prêtera autre chose à l'occasion. On a eu le cas pour une festivité l'été passé, je ne sais plus c'était pour qui, quelqu'un qui avait besoin d'une genre de remorque convertible. Et ben voilà, à la location, ça coûtait 6 000 € pour un week-end et finalement, c'est la ville d'Est qui nous l'a ramené gracieusement. On a renvoyé un panier de bière locale au bourgmestre pour le remercier et à l'occasion, on lui mettra des barrières nadar. Je vous assure que ça fonctionne bien, tout le monde est content et ça permet de gagner 6 000 € de location aussi. Voilà, mais ça, on doit pouvoir le faire dans les temps, sinon ça n'est pas possible. Ok, on vérifiera le matériel. Alors, il y avait encore des questions de ce côté-là, on va retourner après chez vous. On a récupéré les anciens pratiquants de la LJC. À disposition. Oui, les anciens praticables de la MJC sont normalement à disposition de la ville. Il faut vérifier dans les listings alors s'ils sont dessus. Moi, c'est une question pratique. Pour la salle de Warneton,
on l'occupe quand même une grande partie de l'année. Quand il y a des petits problèmes techniques, un WC bouché, un lavabo qui fuit, un robinet qui fuit, enfin un lavabo, des petits problèmes comme ça, est-ce qu'il y a un numéro de contact unique ou est-ce qu'on doit rechercher la personne de contact? C'est ça que... Alors, sur le site internet de la ville, il y a des numéros de contact uniques pour chaque secteur. Donc, ces numéros, fatalement, ils vont fonctionner du lundi au vendredi dans les heures de bureau, mais si vous avez une fuite le samedi à 22h, là, ça va être plus compliqué. Dans ce cas-là, le mieux, c'est d'appeler les chefins en charge des travaux, donc soit David Kirakiti, soit Philippe Mouton, en fonction du secteur, vous pouvez m'appeler aussi, et on va voir si on peut retrouver du personnel qui va devoir intervenir alors hors de ces heures. C'est jamais facile. On vérifie, dans la mesure du possible, que tout fonctionne. Alors avec les rénovations des salles, on n'aura plus les toilettes bouchées tous les week-ends. Maintenant, bon, rénover des salles, ça coûte très cher, vous le savez, on sait plus en faire encore dans les 2 années qui viennent, il faudra phaser pour la suite. Priorité d'abord aux salles des sports. Mais oui, on a ces numéros uniques en tout cas qui existent, mais le problème, ça reste le week-end. Et éventuellement, donc c'est dans l'idée de gérer la salle en bon père de famille, hein, puisqu'on l'occupe beaucoup, on voit forcément mieux les problèmes. Par exemple, un petit lavabo, il y a les toilettes donc dans la salle de Beauharnoton qui sont quand même, quand on fait les présentations, c'est pas du tout aux normes. Un petit lavabo, je veux dire, ça va beaucoup de frais. Par exemple, des petites améliorations, on peut les proposer, voilà, des choses comme ça. Oui. Qui n'engagent pas une rénovation de la salle et qui permettent quand même de résoudre ce problème-là, du moins. Alors c'est vrai que c'est pas la meilleure salle, hein, la salle de Beauharnoton, c'est pas la plus facile, tout est vétuste, hein, les chasses, les portes, il y a plus... Ouais. Bon, elle est encore utilisée, ça va être beaucoup plus facile quand l'arsenal à Beauharnoton, quand les travaux auront commencé, ça devrait débuter maintenant tout prochainement. Ça permettra aussi de délocaliser certains événements dans une salle qui est tout à fait aux normes. Alors, ça me permet aussi de faire une transition peut-être vers d'autres choses. Il faudra à terme aussi parfois s'adapter et aller dans d'autres salles. Alors je sais que certains trouvent que leur facilité doit avoir absolument lieu dans telle ou telle chapelle, mais quand on a un problème de sécurité minimale et voire même d'hygiène, hein, je ne vais pas faire un grand tableau de l'état des chiottes à Beauharnoton, je pense qu'on ne sait même plus appeler ça des toilettes à ce stade-ci. Bon, franchement, ça pose problème, il faut le dire. Bon, quand on ne va pas rénover la salle de Beauharnoton en même temps, on commence par celle de Beauharnoton, et vous pouvez toujours faire des suggestions de petites choses à faire, mais on ne peut pas non plus investir massivement de l'argent public dans des salles qui, de toute façon, à terme, vont être rénovées, vont être détruites. On ne va pas faire des dizaines de milliers d'investissements. On a toujours le problème, et c'est le cas de beaucoup de toilettes, des vidanges de ces toilettes, hein, où ce sont encore des systèmes archaïques, où on n'a pas du tout à l'égout parfois. Et le travail des équipes plomberie, c'est vraiment de la haute voltige pour faire en sorte que certaines des toilettes fonctionnent encore aujourd'hui. Alors il y a la difficulté aussi quand on va ajouter des éléments, je pense à des points d'eau ou autres, il faut en principe faire, c'est une obligation légale, faire en sorte que les personnes à mobilité réduite puissent passer partout, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement, mais si on ajoute encore des bidets ou bien des points d'eau, on limite encore l'espace un peu plus pour une personne qui devrait déambuler. C'est pas simple. Faites votre liste, à la limite, transmettez-la et on verra ce qu'on peut faire. Ça vaut de manière générale pour tout le monde. Si vous voyez qu'il y a des petites améliorations qui peuvent être réalisées dans certaines salles, dites-le. Hein. Je pense ici à la salle de Timbry, bon, elle est très fonctionnelle, mais par exemple les tables sont très lourdes et difficiles à manier. C'est le genre de choses qu'on peut entendre et qu'on peut prévoir à terme aussi. Merci. Ici, tu dois je voudrais simplement revenir un peu sur la problématique de la salle. L'année dernière, c'est vrai qu'on n'est pas, nous, au niveau patriotique des organismes, on est, je veux dire, rompus aux formes de grands cortèges, de chapiteaux, etc. On a été confronté avec le 80e anniversaire de la Libération et notre campement militaire qu'on a fait pendant 4 jours à s'interroger sur la SABAM, sur comment voir si on pouvait diffuser de la musique d'époque, hein, donc déjà quand même ancienne. On s'est aperçu très vite que, vu notre budget sous les donateurs privés, était impossible à accéder parce qu'on nous demandait
Et c'est vrai que leur site est bien fait, hein. On peut faire tout, on marque tout, nos surfaces, etc. Et tout ce qu'on a besoin. On s'est aperçu en fait qu'on partait sur des budgets de 1500 à 2000 euros. Il faut appeler ça. Alors moi, Voilà, ça va. une petite réponse là-dessus. On a ça aussi à la ville ici, quand on fait un événement, par exemple, je vais vous dire Lycée-Bas, sur le quai Lord-Bukoven, il faut dire toute la zone du quai Lord-Bukoven et on arrivait à des sommes aussi pareilles. J'ai appelé, ils nous disent vraiment que quand on fait par exemple un concert ou quelque chose, il faut vraiment prendre la zone terrasse. Évidemment, le son va se propager beaucoup plus loin, mais en diminuant cette zone à 100, entre 80 et 100, le prix des fois est divisé par 3. Donc il faut vraiment revoir cette zone de son quand il demande le nombre de mètres carrés. Diminuer le nombre de mètres carrés parce que votre son, il dit qu'il veut aussi pour 20 personnes si c'est pour 100, vous mettez un peu plus, mais il ne faut pas mettre toute la zone du site en fait. Et là, vous allez avoir des prix beaucoup plus favorables. Oui, bon, je comprends. On aurait cantonné ça à une petite tente de 4 mètres carrés, c'est sûr qu'on ne peut pas payer, mais bon, à partir du moment où on diffuse sur un campement qui fait l'emplacement du mémorial de la bataille du Canal, qui est quand même grand, presque comme un terrain de foot. Mais si par exemple il y a des terrasses où vous mettez des chaises et des tables à certains endroits et pas aux autres, y compris tous les deux temps que vous mettez les là, comptez que votre terrasse, pas tout l'espace, et vous verrez que c'est beaucoup moins. Et nous, c'est en tout cas ce que l'on nous a conseillé d'abord en Japon. Peut-être encore une précision. Encore une précision par rapport à la SABAM. Donc la SABAM maintenant, on parle de SABAM, en fait c'est Unisono spécifiquement qui a repris toute la partie de vérification, taxation et autres, la partie plus financière. Ils ont coupé le territoire belge en toute une série de petits bassins et sous-bassins. On a une personne qui est responsable de Comines-Noire-Nothon et de la région. Cette personne, vous pouvez aussi la contacter par téléphone et lui expliquer, voilà, j'ai encodé, j'arrive à ça, c'est pas possible, c'est pas payable. Et il y a moyen de négocier, honnêtement. On a fait déjà à plusieurs reprises pour la ville, parce que même chose, on s'était dit, on va enlever la musique, c'est pas payable. On arrivait à des sommes faramineuses, on était à des milliers d'euros pour mettre un peu de musique dans le parc des Prés de la Vis. Ça ne va pas. On a contacté la personne en question, on a négocié, et finalement on arrive à quelque chose qui est tout à fait correct. Voilà. Et là, on reste dans cet esprit de la SABAM, qui est la Société des auteurs belges, hein, de rétribuer correctement les auteurs sans pour autant se sucrer sur le dos des associations pour qui chaque euro qui rentre est quand même important. Donc contactez la SABAM, faites via l'outil de simulation qui est bien fait, hein, ça va assez vite. Faites votre simulation, vous allez voir que les montants sont énormes. Vous pouvez jouer un petit peu avec, comme le dit le plan de cohésion sociale, éventuellement les superficies de terrasse, hein, plutôt que faire résonner dans tout l'espace, faire résonner uniquement sur les 50 mètres carrés de terrasse que vous avez envisagé. Si vous voyez que c'est encore trop cher, prenez contact avec eux, ils sont vraiment enclins à négocier et ils se rendent compte que c'est mieux de négocier à la baisse et d'avoir des gens qui payent, qui comprennent, que de devoir eux-mêmes envoyer des agents en contrôle et sucrer les gens. Même chose, si vous avez une amende, elles sont franchement bien salées, mais négocier les amendes aussi, si ça devrait vous arriver. Hein. Nous, on a eu le cas à la commune parce qu'on s'est fait aussi... comme quoi tout le monde est logé à la même enseigne, on a aussi une vérification, on avait une amende qui était terrible, on l'a aussi négocié à la baisse, et on a même réussi à, je pense, l'effacer sous condition. Voilà, négocier. Et l'info de la personne de contact, on la trouve via leur site. Alors la personne de contact, je ne connais pas son nom par cœur, on peut regarder pour la transmettre éventuellement, je ne sais plus son nom. C'est une dame, mais je ne sais plus son nom. Quand on appelle et que vous dites que c'est pour Comines-Noire-Nothon, l'accueil il passe tout de suite à la dame. D'accord. Mais moi, c'est ce qu'elle m'a dit, parce que le site, par exemple, à l'Isle-des-Pins, j'avais mis tout part, dans un événement tout part, et donc j'avais appris qu'on dépassait les 2000 euros là. Mais elle dit en fait, est-ce que vous avez une terrasse et un bar? J'ai dit la terrasse, elle fait 100 mètres carrés. Elle dit vous mettez 100 mètres carrés, le son il diffuse, mais finalement ceux qui vont regarder le concert ou le spectacle, c'est ceux qui seront assis sur la terrasse. Et du coup, ça a divisé par 3. C'est même pas de la musique de concert, c'est simplement de la musique d'ambiance, je veux dire, avec un vieux phonographe, je veux dire, d'époque. Oui, il y a aussi la musique qui est tombée dans le domaine public, donc sous certaines conditions, on est exempt aussi si la musique, si l'auteur de la musique est décédé depuis autant d'années. C'est pas possible. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a encore une question. La promotion de Mercedes, au moment, c'est bon. Ce que moi je voulais demander, c'était par rapport à Outen. Donc, on aimerait bien mettre en place un petit marché de Noël, mais moi j'ai proposé de le faire dans l'église.
donc je dois contacter la fabrique d'église. Mais je sais aussi qu'il y a eu un souci au niveau de la construction à Houten. Est-ce que, je sais qu'il y a des petits travaux qui ont été faits, est-ce qu'on peut quand même envisager un marché de Noël là-bas? Alors, merci pour la question sur les églises. J'avais déjà un peu parlé de nos églises. Je continue à croire que les églises ont un potentiel énorme pour organiser des festivités, évidemment, qui doivent rester. Hein, on va pas y mettre festival de pool dance dans une église, hein, s'il vous plaît, mais si c'est un concert de musique pour des enfants, un marché de Noël, ça c'est des choses qui sont totalement acceptables. Alors, les fabriques d'églises, enfin les églises sont des bâtiments communaux, mais même si la commune est propriétaire, elles sont gérées par ce qu'on appelle les fabriques d'églises. C'est encore des lois napoléoniennes, mais ce sont toujours ces systèmes-là qui prévalent aujourd'hui en Belgique. La fabrique d'église a la main en termes de gestion et d'occupation de l'église. Alors, d'expérience, il y a certaines fabriques d'églises qui sont beaucoup plus enclines à participer, accepter ce genre d'événement. Il y a d'autres fabriques d'églises où c'est un petit peu plus difficile, où c'est peut-être plus facilement un non qu'un oui, mais à nouveau expliquer. On sait que parfois c'est difficile, hein, le changement. Mais je pense que voilà, un marché de Noël dans une église, c'est pas choquant. Je pense que ça se fait déjà partout ailleurs. Alors on peut fournir aussi, on va le noter, on peut fournir aussi la liste des responsables de fabriques d'église. Comme ça, vous les avez, vous pouvez les contacter. Alors, l'avantage de l'église, en organisant des événements, que ce soit des concerts de musique, des contes, des marchés de Noël, des marchés des producteurs, pourquoi pas un barbecue géant, l'avantage, c'est que ce sont des lieux qui sont très grands, qui en principe sont tous aux normes pour accueillir du public, puisqu'ils accueillent déjà la messe tous les week-ends. Et ça permettra à nous aussi, en tant qu'autorité, quand la question va se poser, de justifier aussi qu'on va injecter des millions d'euros dans la rénovation de nos églises. Parce que les églises, refaire la toiture d'une église, c'est le prix d'une salle de sport. Hein. Il faut quand même rester... Il faut vous en rendiez compte aussi. Si on peut imaginer qu'à terme, on utilise nos églises de manière polyvalente, dans le respect du culte, dans le respect des mœurs, eh bien, ça va justifier aussi que nous, en tant qu'autorité, le collège, le conseil, eh bien, on accepte de dépenser beaucoup d'argent. Donc moi, je vous invite vraiment à vous tourner vers les églises pour ces différents événements. Les fabriques d'églises ont beaucoup changé. Autant, il y a 10 ans, c'était un niet catégorique quand on voulait organiser un événement. Aujourd'hui, les fabriques d'églises sont rejointes aussi par une plus jeune génération, des gens de 50, 60 ans qui se rendent bien compte que si on veut faire survivre nos églises, on doit aussi pouvoir partager l'espace. Donc on va transmettre, pour faire bref, on va transmettre la liste des responsables des fabriques d'églises. Transmettez-nous, comme l'a fait Pluxert, la copie de votre demande. Nous, on appuiera aussi politiquement auprès des fabriques d'églises. Luc. Yves, pardon. Yves. Oui, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cet avant-midi que vous consacrez à nous donner des bons conseils. Merci à vous. Voilà, mon parrain Dominique et moi sommes là en tant que membres du Rotary et j'ai spécifiquement pour notre activité Oldtimer, je m'interroge sur le type de courrier, enfin un courrier type doit être adressé. Nous avons deux sites fixes, le matin en marché couvert, place du Pont-Neuf, et l'autre donc à l'Athénée Royal de Comines. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller de faire du tout boîte? Dans quelle rue est-ce vraiment indispensable pour certaines rues? Donc au marché couvert, je pense que porte lisse. Est-ce que vous pourriez me dire, oui, là obligatoirement on doit en faire? Est-ce que rue du Fort, etc., on doit prévenir également, rue du Faubourg, parce que les véhicules vont passer, ils vont passer dans toute l'entité. D'ailleurs, est-ce que ce courrier doit être distribué hors de l'entité? Parce que nous passons aussi en old-timer dans différents communes, villages, etc. Et à l'Athénée, donc les véhicules arrivent à la rue de la 143e décade. Est-ce que vous nous conseillez là aussi obligatoirement de préparer ce courrier? Merci. Merci Yves pour la question.
Avec plaisir pour l'organisation du petit déjeuner. Hein, c'est une formule agréable et ça permet d'échanger, surtout d'entendre les réponses qui sont données. Alors, pourquoi est-ce qu'on envoie un courrier ou pourquoi est-ce qu'on dépose un courrier dans les boîtes aux lettres? C'est pour informer les riverains quand on a des nuisances. Qu'est-ce qu'on entend par nuisance? Une nuisance, c'est par exemple quand on va couper une rue, c'est une nuisance pour la personne qui y habite, elle ne sait pas rentrer dans sa rue, elle ne sait pas se stationner, elle ne sait pas quitter. Si elle organise une fête de famille, les gens ne vont pas savoir accéder. Ça, c'est une nuisance. Ça peut aussi être une nuisance en termes de bruit. Hein, je pense au cortège des louches, par exemple, où à certains moments il y a beaucoup de bruit. Là, on a une nuisance, effectivement, pour le voisinage. Quand on a une nuisance, quand on crée un problème, là, c'est logique qu'on diffuse le courrier. Si on ne ferme pas les voiries, pour l'old-timer, on ne ferme pas l'ensemble des rues, des villes et des villages pour que vous passiez, donc c'est pas nécessaire de faire un toute-boîte. Les old-timers ne font pas nécessairement plus de bruit, ils ne klaxonnent pas à chaque coin de rue, et on ne coupe pas à la circulation, donc les gens n'ont pas non plus un problème pour pouvoir circuler. Donc là où on ferme vraiment à la circulation, c'est important qu'on le communique. Si on a des nuisances particulières, c'est important qu'on le communique. Alors jusqu'où on va, mais moi j'ai envie d'appeler à votre bon sens, hein, essayez de voir jusqu'où vont les répercussions de ces nuisances. Est-ce que vous pensez que ça s'arrête aux 2-3 rues adjacentes? Limitez-vous à ces 2-3 rues adjacentes. Alors, Yves, tu mets le doigt sur un endroit qui est vraiment problématique pour les événements, c'est le marché couvert. Le marché couvert, c'est un outil qui est incroyable, ça permet d'avoir un espace fermé, plus ou moins fermé, il y a le parc derrière, il y a beaucoup de places de parking, on est en plein centre-ville, et c'est justement ça le problème, c'est qu'on a là toute une série d'habitants qui habitent en face de ce marché couvert et qui subissent, et je vous le dis parce que ces gens viennent parfois nous voir excéder, surtout quand on a une naissance toute récente dans un des ménages en face, ils nous disent on a l'impression que tous les week-ends c'est la foire, on ne sait plus dormir, on a encore parfois du simple vitrage, les enfants se font réveiller la nuit, c'est pas toujours facile pour eux. Donc typiquement marché couvert, c'est un des endroits où il faut mettre des courriers. Si vous organisez des événements au marché couvert, en termes de décibels, il suffit, même si vous êtes toujours dans la réglementation, il suffit parfois d'un tout petit peu diminuer, ça va être même mieux peut-être pour les gens qui fréquentent votre événement, et vous allez avoir le voisinage avec vous. Faites attention au voisinage là où vous organisez des festivités, parce qu'il y a vraiment des endroits où les gens sont excédés, où ils disent nous on doit partir les week-ends parce qu'on ne supporte plus de rester chez nous. Forcément ça ne va pas. Voilà, donc je fais appel évidemment au bon sens, je vais laisser le commissaire compléter. L'autre bon sens, c'est au-delà du courrier, de contacter les gens directement. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Dominique, tu connais tout le monde. Donc, mais non, mais c'est vrai. On sonne et on explique qu'on va faire ça tel jour, telle heure. On remet le courrier sur lequel il y a un numéro de téléphone. Appelez-nous en cas de problème. Vous n'aurez pratiquement jamais d'appel. Pourquoi? Parce que vous avez pris contact avec les gens, vous avez fait un acte positif. Il n'y a que ça qui compte. La discussion, finalement. Le courrier, c'est une obligation qui est dans l'autorisation. Est-ce qu'on est est-ce qu'on est en capacité de le contrôler? Pierre me dit, non, on ne reçoit pas des copies de courrier. Donc c'est une obligation, et pour vous servir, finalement. Parce que si vous ne communiquez pas avec les gens chez qui vous allez faire une activité ou dans l'entourage, vous êtes en panne de communication. Ici, vous avez. Donc, j'ai parlé de la rue du Fort, la rue du Faubourg. Oui. J'ai vu que vous acquiesciez la rue de la Mortelisse, la rue de la 143e brigade. Ça fait combien de maisons à visiter? Non, mais donc justement, il ne faut pas aller visiter toute la rue du Fort, toute la rue du Faubourg. Si vous allez déjà chez le boulanger Hugues, vous allez. Eh oui, mais c'est comme ça que ça commence. Vous allez chez le boulanger, et puis dans la rue de la 143e brigade, vous les connaissez, ceux qui sont contents de vous voir arriver pour dire il y aura un peu de bazar au niveau du stationnement. Voilà, c'est pas plus que ça. Et je le fais moi-même, j'ai la chance d'être et membre de la police et organisateur. Et les gens sont contents de nous voir arriver, plutôt que de dire ça y est, ils sont nouveaux, ils ont fait leur courrier, ils sont contents. Mais non, mais c'est la réalité, ça. C'est un petit peu d'entre-gens, ça va, c'est la convivialité. Le fait d'en oublier un, peut-être, va créer des soucis. Peut-être. Et il y en aura toujours un chez qui vous allez aller sonner, ce ne sera pas le bon moment, et qui dira toujours qu'il n'a pas reçu le tout de boîte. Voilà. C'est la loi de la vexation universelle. Il y a toujours un râleur pour vous. Oui. On connaît ça. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que l'une ou l'autre personne voudrait encore ajouter quelque chose? Lazaro, apparemment tu brûles d'envie de poser des questions. Je te vois depuis tout à l'heure. Je vous remercie.
remercier pour la présentation. Écoutez, avec grand plaisir. Je pense qu'on va pouvoir clôturer la partie présentation. Mais on peut encore passer un moment ensemble à boire un petit café. Je crois qu'il y a encore un peu à manger aussi. Il reste des petits pains, donc n'hésitez pas à vous servir. Merci pour votre présence ce matin et vous savez qu'on reste toujours à disposition avec les services de la ville pour vous aider. À bientôt.